Passion Outre-mer vous propose un voyage grand format à la découverte de Cuba, de son art de vivre, la cubanilla, et de son patrimoine exceptionnel. Cette grande île caribéenne a une histoire particulière, marquée par la révolution castriste qui l'a isolée du reste du monde pendant plus d'un demi-siècle. Aujourd'hui, Cuba vit une nouvelle révolution. Une page se tourne, Fidel Castro est mort. L'île s'ouvre à l'économie de marché tout en essayant de préserver ses valeurs et son identité. Pendant des décennies, sous embargo américain, les Cubains ont vécu dans la pénurie. Ironie de l'histoire, les belles américaines, les immenses voitures des années 50 sont toujours en circulation. Malgré les années de pénurie, les Cubains ont toujours trouvé le moyen de les entretenir. Elles sont devenues le symbole du renouveau de Cuba. Nous autres, on est des artistes. On ne répare pas des voitures, on leur redonne la vie. À la fois passion et nécessité, l'art de la réparation sert aujourd'hui un business florissant, celui des taxis pour étrangers. Julio Manuel l'a bien compris. Sa génération doit s'adapter au nouveau système. Demain, elle commence à travailler comme taxi. Je n'ai pu en profiter que 15 jours. Demain, elle va avoir son chauffeur et on va passer à un autre projet. Dans cette période de transition, les Cubains veulent avant tout rester eux-mêmes. Leur fierté, ils la retrouvent dans la musique et la danse, héritées de leurs origines créoles, africaines et européennes. À Santiago de Cuba, le berceau de la musique cubaine, on y danse et chante toujours la tumba française. À l'origine, elle était pratiquée par les esclaves pour se moquer de leur maître. Le rythme des tambours est tel que le corps perd le contrôle. Et les pieds dansent tout seuls. Dans les rues de la Havane, la capitale, c'est sur le Son que chaque semaine, les jeunes et les anciens se retrouvent pour danser. Dans plusieurs parties de la ville, les magnifiques édifices datant de plusieurs siècles tombent en ruine. Depuis quelques années, les Cubains font tout pour sauver leur architecture et rendre son charme au malécon, le front de mer. Avec l'argent du tourisme, ils ont mis en place un programme de rénovation unique au monde avec la volonté de préserver leur art de vivre. Pas question de faire de la capitale une ville-musée. La dimension sociale conserve toute sa place. Patricia Rodriguez Aloma y veille. Si on fait le tour de la place, on peut voir qu'il y a des musées, des commerces, des institutions culturelles, des bureaux aussi. Et dans les étages, il y a aussi des logements sociaux. C'est un concept de développement global. Le temps des pénuries a obligé les Cubains à développer des solutions originales. Pour lutter contre la faim et faute d'accès aux engrais, ils ont su faire fructifier une agriculture biologique très en avance sur son temps. Miguel Ángel Salines, ingénieur agronome, en est l'un des précurseurs. Aujourd'hui, le mode d'agriculture biologique en milieu urbain qu'il a développé pourrait servir de modèle pour le monde entier. Aujourd'hui, on compte 350 000 personnes qui cultivent des produits biologiques en milieu urbain. C'est pour cette raison que je crois que l'école agricole cubaine est la meilleure du monde. Passion Outre-mer grand format à Cuba, c'est maintenant. En un demi-siècle, le monde s'est urbanisé, numérisé, mélangé. En un mot, mondialisé. Partout sauf peut-être ici à Cuba, un pays à part, resté à l'écart, figé dans le temps révolu de la guerre froide. Une histoire ralentie par près de 60 ans de révolution et la pression d'un embargo imposé par le puissant voisin américain. Mais aujourd'hui, l'Amérique est de retour. Barack Obama a rendu visite à Raúl Castro, poignée de main historique. Et Fidel, lui, ne parlera plus. Une page se tourne.
Fini le blocus économique, Cuba revient dans le monde et vit une petite révolution au visage multiforme cette fois. La Havane sera restaurée et réhabilitée. Elle va renaître comme le phénix. Je vis cet embargo aujourd'hui. Grâce à l'embargo, j'ai toutes ces voitures et j'ai mon propre business. Il faut grandir économiquement, socialement et culturellement. C'est ça le futur. Qu'en pensent les 10 millions de Cubains? Cette ouverture est-elle une chance ou une menace? Que veux-tu qui change pour moi? Tout. Tout. Moi, si c'était à refaire, je resterais cubaine. Et moi aussi. Rester à l'abri des excès de la surconsommation, Cuba est-il le sanctuaire de la culture caribéenne? Son patrimoine a-t-il été mieux préservé ou au contraire détérioré? Le manque de moyens et de matériel provoque une accélération de la détérioration. Et cela pourrait s'écrouler en peu de temps. Pour nous, c'est un paradis musical. La cubanilla, cet art de vivre à la cubaine, mélange de mélancolie, d'humour et d'autodérision, va-t-elle résister à la modernité? C'est la vie. Pour répondre à ces questions, il faut parcourir l'île d'ouest en est et jusque dans les mangroves des cocodrileros pour rencontrer ceux qui défendent l'identité cubaine et son patrimoine. Le voyage commence à La Havane, dans le quartier historique de la vieille ville. Ici a commencé une autre révolution, celle du tourisme. Le vieux Cuba des années 50 est devenu un atout. Le Che, icône du socialisme révolutionnaire, fait recette auprès des Nord-Américains, Canadiens en tête. Les Yankees débarquent aussi en force sur les traces d'Hemingway. À la Bodeguita del Medio, il faut désormais payer pour prendre une photo. Hé mon ami, tu ne peux pas filmer. Ne filme pas. 3 millions de visiteurs cette année, 2 fois plus qu'il y a 15 ans. Les touristes sont une providence. Nous, à Cuba, on reçoit toutes les personnes qui viennent. On leur ouvre les bras et le cœur. Être cubain, c'est un vrai bonheur, parce que nous avons la bénédiction et la protection du commandant. Aujourd'hui, il nous permet d'être ce que l'on a envie d'être. Le tourisme est une aubaine pour Cuba, qui ne peut compter que sur elle-même depuis le retrait de l'aide soviétique en 1990. Il faut dire que le quartier colonial de La Havane s'est refait une beauté. Un travail commencé au début des années 80. Cette restauration est un exemple unique au monde. Comme vous le savez, sur la vieille place, il y a une situation particulière. Il faut vraiment voir quelles sont les dernières priorités du programme de rénovation. Patricia Rodriguez Aloma dirige le bureau du patrimoine de la ville.
elle supervise ce programme de réhabilitation. Voilà à quoi ressemblait la vieille place à la fin des années 70. Et voilà ce qu'elle est devenue. La vieille place explique parfaitement la philosophie que le bureau de l'historien a mis en œuvre dans le centre historique. C'est un concept de développement global, afin que toutes les fonctions urbaines cohabitent dans un même lieu. Par exemple, là où il y a le drapeau, c'est l'école primaire qui surplombe la place. Et la première chose que l'on a faite ici, c'est de récupérer l'espace public, l'espace de socialisation. Pour nous, c'est ce qui est fondamental. Et comme ça, si on fait le tour de la place, on peut voir qu'il y a des musées, des commerces, des institutions culturelles, des bureaux aussi. Et dans les étages, il y a aussi des logements sociaux. C'est un travail qui a une dimension sociale très très importante. On peut aller voir cet édifice. C'est un petit palais extraordinaire du XVIIIe. Bonjour. Il a été restauré et transformé en un petit hôtel. C'est vraiment des constructions typiques du centre historique. J'ai connu ce bâtiment alors qu'il était pratiquement détruit. C'était un petit atelier de réparation automobile. C'est-à-dire que le patio était totalement fermé. Il y avait une poutre métallique qui traversait tout l'édifice et qui servait à transporter les moteurs de voitures et de camions. Pour les réparer ici, le lieu était totalement défiguré. Et aujourd'hui, c'est devenu un endroit paradisiaque. Ici, nous sommes dans une zone que nous appelons la zone frontière. C'est une zone de transition. La restauration a un plan d'extension qui va faire tache d'huile. Alors là, bien sûr, ce quartier n'a pas été encore totalement rénové. On fait ce qu'on peut. Vous pouvez voir les arcades, les verrières, les ferronneries. Toutes ces structures originales et ce plafond de bois dans le hall sont anciens et d'origine et permettent de dater ce bâtiment. Celui-ci, il ne sera pas détruit mais restauré, car on peut le sauver parfaitement. Nous avons déjà fait ici des travaux d'urgence pour éviter que le bâtiment ne s'écroule. On a consolidé la structure. C'est fondamental que la vie persiste dans le centre historique. Parce que si le centre historique n'est plus habité, il perd sa raison d'être, il perd son âme. Les habitants sont les garants de la culture, du mode de vie et des coutumes. Et les échanges entre ceux qui vivent ici et les touristes doivent être préservés. C'est bien cela l'enjeu. Le vintage est à la mode. Ironie de l'histoire, la voiture américaine est devenue l'emblème du renouveau de la Havane.
Ces grand-mères du bitume sont devenues cultes. Elles font partie du patrimoine. Il est interdit de les exporter. À Cuba, la mécanique est une passion autant qu'une nécessité. Celle-là, elle a un problème de direction. Santiago est l'un de ces magiciens qui maintient en vie ces voitures d'exception. Ici, les voitures, il faut les entretenir. On ne peut pas les laisser tomber. Il y a des pièces qui sont perdues, mais il faut les remplacer par d'autres. On trouve un moteur de n'importe quoi, et du moment que ça marche, on y va. Ces voitures que tu vois qui font beaucoup de fumée, ce sont des almendrones, des taxis collectifs. Ils ont des boîtes de vitesse de camions ou de camionnettes et même des moteurs de tracteurs. Donc du coup, ça secoue. C'est ça les almendrones. C'est ce que tu vois à La Havane, les taxis collectifs, très détériorés. Avant, tout le garage était rempli de moteurs soviétiques. Et là maintenant, ce sont tous des moteurs américains. Le parc a changé, car tous ceux qui viennent veulent retrouver des moteurs originaux. C'est un phénomène qui, il y a seulement 2 ans, n'existait pas. Maintenant, c'est de la folie. C'est un retour en arrière, tout le monde cherche les moteurs d'origine. Regarde les pistons, ce sont des pistons américains. Avant, on ne les trouvait pas. Là, regarde, ça rentre parfaitement. Je vais quand même garder les moteurs soviétiques pour le futur, au cas où il faudrait les mettre à nouveau. Ici, personne ne sait jamais. En tout cas, jour après jour, la seule chose qui roule à Cuba, c'est ça, les almendrones. Les vieilles américaines font de la résistance et du rab au compteur. Des centaines de milliers de kilomètres pour des mécaniques qui ont survécu à l'embargo, au retrait de l'aide soviétique et à la période dite spéciale qui a suivi, au tournant des années 90. Les almendrones survivantes des années de pénurie sont toujours là. Et pour quelques pesos, c'est avec elles que les Cubains se déplacent. Roger est chauffeur de taxi. Sa voiture raconte à elle seule l'histoire d'un pays et sa capacité de résilience hors norme. C'est là un moteur de Mercedes, alors que c'est un Dodge américain. Je ne crois pas qu'il reste un seul bout de tôle d'origine. Ces voitures, il a fallu les rénover en entier pour qu'elles ne tombent pas en ruine. Pour travailler, c'est bien. Elles ont un châssis solide qui peut supporter les trous et les bosses. Les voitures modernes n'ont pas de tel châssis. Elles sont plus fragiles. Avant 1989, il y avait des transports en commun dans le pays acceptables. Mais quand ça a périclité, les gens ont commencé à ressortir leurs vieux almendrones. C'est ça qui a lancé les almendrones. Pas le tourisme. On a des besoins très basiques. Il y a très peu de transports en commun. Là, tu vois, il y en a un. Mais on ne sait pas quand arrivera le prochain. Je vous laisse là. Oui, c'est parfait. Merci et bonne continuation. Est-ce que le pays fonctionne comme un almendron? Non, c'est pire. C'est pire. Les almendrones, ils ont un propriétaire qui en prend soin, qui s'en occupe pour l'améliorer. Et pour faire un business. Certes, il y a des problèmes économiques, mais il ne s'agit pas seulement de cela. Je crois qu'il faut aussi montrer de l'intérêt, avoir de la motivation. Tu vois bien ce que je veux dire? À Cuba, la métaphore est un art qu'on aime manier pour contourner la censure.
En tout cas, la révolution continue, disent les murs de la Havane. Pas de retraite pour ces vieilles mécaniques. Ici, c'est le centre de la Havane. Avec à droite la vieille Havane, c'est la zone touristique. Après le feu, c'est moitié touriste, moitié cubain. Là, ce sont les voitures pour les touristes. La plupart sont sans toit, décapotables. Tu préfères les roses ou les jaunes? Elle est belle, n'est-ce pas? C'est pour les touristes. C'est pour ça qu'elle est tellement nickel. C'est presque toujours des décapotables. Regarde, ils l'ont coupé volontairement, parce qu'à l'origine, ce modèle n'est pas décapotable. Un vrai musée. Regarde comme elles sont belles, regarde ça. Combien elle coûte celle-ci? 20 000? Regarde, 20 000 cucs. Tout ça, ça a l'air nouveau. Ils mettent des plaques, ils mettent par-dessus de l'acier inoxydable, et on croit que c'est neuf. Mais ça ne l'est pas. Celle-là, oui, elle les vaut les 20 000. Ça, c'est original. C'est des beaux objets solides et tape à l'œil. Ça, on ne peut pas le nier. C'est impressionnant. Mais le mérite ne revient pas aux voitures. Le mérite, il est pour nous. Parce qu'aucune voiture ne dure 50 ou 60 ans. C'est nous, les Cubains, qui avons lutté pour que ces voitures soient belles et se maintiennent. Pour éviter d'en faire des épaves. Parce que c'est tout ce qu'on a. L'histoire de ces voitures, c'est la même que la nôtre. Nous, Cubains, qui luttons pour survivre et faire tout ce qui est possible et même ce qui ne l'est pas. Et ça, je crois que le monde entier le sait. Mais il faut reconnaître qu'elles sont belles. De vrais bijoux, clinquants et refaits à neuf. Ces taxis sont devenus l'attraction numéro 1 des étrangers. Et une bonne affaire pour leurs propriétaires. La course se paye au prix fort en dollars ou en cucs, la deuxième monnaie cubaine inventée pour ramener des devises avec un peso indexé sur le dollar. Julio Manuel a flairé la bonne affaire. Il a monté une agence de taxi customisée pour la clientèle étrangère. Une réussite au parfum de rêve américain. Ici, on refait tous les intérieurs et l'on fabrique nous-mêmes avec notre méthode. Et tout cela se fait ici, avec cette technologie qui a plus de 50 ans. C'est une machine à coudre Singer des années 40. Nous autres, on est des artistes. On ne répare pas des voitures, on leur redonne la vie. Là, on va tout restaurer. C'est un travail de 7-8 mois. Le tableau de bord est presque d'origine. Le volant aussi. Les compteurs, la radio sont d'origine. Par contre, l'ancien propriétaire avait changé plein de choses. Alors cela, on le remplacera par des pièces nouvelles que j'importe directement des États-Unis. Toute cette pièce, tu la polis comme il faut.
Le secteur privé s'est ouvert à Cuba. Alors je me suis lancé dans les affaires à Cuba. J'ai démarré avec une Chevrolet de 55 que j'ai héritée de ma famille. Elle était super et elle m'a rapporté des clients. Le business a grossi. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de vieilles voitures que j'ai restaurées. Toutes ces voitures sont mes enfants. Et quand je les termine, je ne les vends pas. Celle qui arrive là, c'est mon dernier bébé que je viens de terminer, une Chevrolet Impala de 1960. C'est la dernière année où les voitures américaines sont entrées à Cuba. C'est un plaisir de la conduire. Elle est parfaite, je l'adore. C'est le pied. Demain, elle commence à travailler comme taxi. Je n'ai pu en profiter que 15 jours. Demain, elle va avoir son chauffeur et on va passer à un autre projet. Là, on est place de la Révolution. C'est là qu'il y a les grands ministères cubains du gouvernement. On peut voir tous les touristes qui viennent ici en voiture. C'est un symbole de la Cubanía et l'on doit maintenir cette tradition. Je pense que si ces voitures sont restées en vie, ce n'est pas grâce à la Révolution. La Révolution, c'est une des causes. Mais la cause principale, c'est l'embargo américain envers Cuba pendant plus de 50 ans. On n'avait pas le droit de faire entrer des voitures. En fait, je vis de cet embargo aujourd'hui. Grâce à cet embargo, j'ai ces voitures qui roulent encore. Et ça m'a créé un business. Sans cela, j'aurais eu un autre business. Enfin, personne ne sait, mais aujourd'hui c'est comme ça et j'ai mes voitures. Je pense que nous, Cubains, nous avons maintenant l'opportunité de changer notre façon de penser. Roger, lui, se pose toujours la question. Pesos ou dollars? Almendron ou taxi à touristes? Pas facile de franchir le pas de l'économie de marché. Il faudrait faire plein de modifications. La rendre plus belle, la polir, la faire briller, couper le toit et peut-être même changer aussi le moteur parce que pour les touristes, on n'utilise pas les moteurs diesel, mais de préférence le moteur essence d'origine. Mais ça, il faudrait le changer, non? Non, ça c'est rien. On remet de la tôle, des morceaux d'acier et on la repeint. Mais bon, elle me plaît comme ça. J'ai de l'affection pour elle. Ici, un peu de peinture et c'est tout. Elle est pas moche, non? Elle est moche ou juste en mauvais état? Cette ville, fondée il y a 500 ans, Patricia voudrait la rendre éternelle. Je suis une amoureuse de ma ville. Je suis d'ici et pour moi, c'est la plus belle ville du monde. Ça ne se discute pas. On a réussi à faire en sorte que notre ville se conserve et aujourd'hui, on va la réhabiliter et elle va renaître de ses cendres comme le phénix, avec tous ces bâtiments de valeur qui seront restaurés. Pour y parvenir, Patricia compte sur l'école des artisans dirigée par Juan Carlos Botello. Botello, ah mon ami, comment vas-tu? Là, on est en train de modeler le support de la lanterne du Capitole. Ce que je fais là, c'est ce qui va au centre de la lanterne. Et combien de pièces faut-il pour pouvoir faire le tour? 30. 30? Ouais. Ah, viens voir. Là, il y a des moulures du salon Paraguay. Et là, sur cette pièce, ce sont les motifs de fleurs qui sont sur le portique principal. Il y en avait quelques-uns qui étaient abîmés. Celles qui sont en haut des escaliers? Sur le Capitole, oui. Ah, c'est cette pièce en pierre qui va la remplacer.
L'école-atelier a une importance cruciale. Sans l'école-atelier, ça serait impossible de faire de la restauration, ni du centre historique, ni de la Havane. Ces connaissances avaient pratiquement disparu. Il ne restait que quelques maîtres que l'on a réussi à retrouver dans les années 90. Et l'on a commencé alors à former les formateurs. Je le dis toujours. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas seulement un groupe de personnes. L'école-atelier, c'est un concept qui va au-delà du cadre de l'école. Parce que nous formons les élèves et ça crée une chaîne. En formant ces jeunes à ces vieux métiers, c'est toute cette connaissance qui est restituée au peuple. Ce savoir est transmis dans les quartiers, dans les entreprises de travaux. C'est ça ce que fait l'école. La capitale cubaine aurait besoin de toute une armée d'artisans pour retrouver son cachet des années 40 ou 50. La Havane était l'une des merveilles des Caraïbes. Aujourd'hui, elle tombe en ruine. Même le Malecón, cet emblématique boulevard du front de mer, est en péril. Ces immeubles bourgeois du début du XXe siècle s'effondrent. Voici le professeur Andrés et ici le maître Verrado qui fut l'un des fondateurs de l'école. Et même le plus jeune des fondateurs. Et là, il s'agit de l'ingénieur Pedro, qui a la responsabilité de diagnostiquer l'état de la structure. Le Malecón est attaqué par la corrosion. Pour la première fois, l'école-atelier sort du quartier historique pour tenter de sauver ce patrimoine architectural. Vraiment, tous ces édifices sont dans un état très détérioré qui est dû au manque d'entretien, à l'abandon durant tant d'années et aussi à la présence de la mer très proche. 70 à 80% des édifices sont très abîmés. Le manque de moyens et de matériel retarde et aggrave le problème. Et tout pourrait s'écrouler d'ici peu de temps. En haut, j'ai vu que la pierre blanche naturelle n'est pas autant abîmée. Elle est même compatible avec le fer. Donc on va voir quels matériaux peuvent résister au sel. Moi, je te dis que la pierre qui est dans la mer, c'est la mieux adaptée. Quel que soit le futur, ce sera favorable. Avec l'augmentation du tourisme et celui des personnes qui peuvent voyager et participer à la rénovation. Toutes ces choses ne peuvent qu'améliorer la situation et aider à sauver la ville. Sauver la ville. La Havane et son patrimoine sont en état d'urgence. Autre monument ô combien symbolique, le Capitole. Lui aussi fait peau neuve. Un chantier gigantesque et une mission de première importance, car après des années d'abandon, le Capitole va bientôt accueillir le Parlement cubain. Ce salon est magnifique. Omaro, comparé à d'autres salons, ici les moulures sont plutôt en bon état. Cette moulure et toutes les choses qu'on voit ici ont été restaurées par l'école-atelier. Ce salon est maintenant presque terminé et il va faire office de salle de réunion de l'Assemblée nationale du peuple populaire.
Ici, c'est l'une des galeries des pas perdus que nous avons restaurées et nous travaillons à faire la jonction avec l'autre galerie, qui est le salon du Sénat, je crois. Oui, je confonds toujours l'Assemblée là et le Sénat là. Avant, ici, c'était le musée de sciences naturelles. Et quand j'étais enfant, je venais visiter le Capitole, mais jamais je n'aurais pu imaginer que je travaillerais à sa restauration. Je me souviens d'ailleurs d'une grande exposition qu'il y avait eu ici sur l'Union soviétique. Alors travailler ici nous rend fiers, parce que c'est un bâtiment qui a beaucoup de valeur, non seulement pour nous les architectes, mais pour le pays tout entier. Il y a beaucoup de bâtiments juste à côté du Capitole qui ont une grande valeur patrimoniale. Ce qui est intéressant, c'est la grande variété de ce patrimoine architectural. Il y a les façades d'inspiration classique, mais aussi de l'art déco ou de l'art nouveau. Le triomphe de la Révolution a été une grande chance pour la Havane. En dehors de toute considération politique, c'est un fait historique, parce qu'il y avait un plan d'urbanisme qui prévoyait de démolir une partie de la vieille ville. C'est-à-dire que si la Révolution avait triomphé 2 ans plus tard, une grande partie de la ville ne serait pas comme elle est aujourd'hui. Mais il y a un véritable danger, non? Oui, bien sûr. Mais je reste optimiste, parce que tout reste possible. Tu me dis que 70 à 80% pourraient finir par s'effondrer. Par exemple, les façades, elles datent du XVIIe ou du XIXe. Mais elles tiennent encore debout. Il faut juste les consolider. C'est pour ça que je pense que le visage de la Havane ne va pas changer et restera le même encore très longtemps. En convalescence après tant d'années de pénurie, embellie par la patine des années et son spectacle de la rue, la Havane possède un charme irrésistible et la beauté d'une ville héroïque. Pour 10 millions de Cubains, l'amour et la cubanía ont été des échappatoires aux privations et à l'ennui. Les Cubains ont gardé une certaine forme d'autodérision. Se lever le matin sans argent, en chercher toute la journée et se coucher sans un rond. Ça, c'est la cubanía. Mais tu es heureux quand même. Ou alors il te faut $20 pour faire la fête. Aujourd'hui, un vent nouveau souffle sur la Havane. Dans la vieille ville, un drôle de mouvement. Certains l'appellent déjà la révolution du ciseau. Dans ce quartier dédié à la coiffure, Gilberto a fait de son salon un lieu touristique, mais surtout le siège d'une philosophie. La philosophie du cheveu. Et ce n'est pas une blague. Ici, c'est un lieu où cohabitent l'art, l'histoire et la coiffure. J'ai commencé avec un fauteuil, des ciseaux et des cheveux comme ça. Et c'est devenu ce lieu.
Le plus important, c'est que cela doit être un lieu vivant. Je crois que c'est important. On ne cultive pas la cubania, mais la manière d'être cubain. Et dans cette phase historique cruciale que nous vivons, le patrimoine le plus important, ce sont les gens. Les Cubains ont une socialisation différente. Dans notre culture, on est proches les uns des autres, on s'aide beaucoup. Et il faut comprendre l'importance de cette culture et de ces valeurs humaines que nous avons pour repenser le futur. À Cuba, il y a certes des choses qu'il faut changer ou améliorer, mais tout ne peut pas se perdre. Tout ne doit pas se limiter à l'argent. Il y a des choses matérielles et des choses spirituelles. De la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas pour Gilberto. La révolution en héritage, ce businessman partage son temps entre son salon privé et l'école de coiffure en bas de la rue, où il est totalement bénévole, comme tous les professeurs. Et voici notre école. Les jeunes apprentis de cette école sont issus des quartiers pauvres. Et ceux-là sont malentendants. Coupe un peu plus court. C'est important là. Tu laves et tu les sèches. L'objectif est d'enseigner le métier de la coiffure, mais aussi les valeurs sociales, et d'arriver à leur donner de quoi travailler. Le secteur privé est en pleine expansion dans la société cubaine. Et moi, qui suis du secteur privé, je pense que chacun de nous doit apporter quelque chose à la société. Que ce soit son argent, son travail, ses connaissances ou son temps. Ce qui est important, c'est de créer quelque chose de contagieux. C'est une philosophie qui doit se transmettre et que d'autres fassent de même. L'important est de grandir économiquement, socialement et culturellement, tout ça en même temps. Là, on va faire le bal dansant à la Maison des Anciens. C'est un projet de santé publique auquel nous apportons notre aide et développons un projet culturel pour les retraités. On va danser sur un style qu'on appelle le son. L'idée, c'est que les jeunes et les anciens partagent un moment de culture, la musique cubaine. Et c'est nécessaire que les anciens enseignent aux jeunes. D'ailleurs, c'est une activité que les gens du quartier aiment beaucoup. Et tout le monde qui le souhaite peut y participer. Bonjour, comment ça va? As-tu aimé ce que je t'ai fait à manger l'autre jour? Oui, c'était super bon. Cet homme, je l'adore. Bon, on va reprendre tous les mercredis le disco son, mais on va aussi organiser un tournoi de domino. Les anciens contre les jeunes de l'école. C'est une philosophie. La philosophie du cheveu. Je crois que c'est important. À partir de la coiffure, on peut voir que la société peut se transformer. Et pour cela, je me sens fier. C'est le futur.
J'ai toujours dansé, j'adore danser, je danse encore souvent. C'est la meilleure fête de la Havane, le disco son. J'ai beaucoup de plaisir à venir ici, avec les anciens qui nous apprennent à danser. On passe un super moment. Merci mon amour. Allez, on se voit mercredi prochain. Le social et la politique comme patrimoine, c'est dans l'ADN des Cubains. Quelques pâtés de maisons plus loin, dans le Calderón de Amel, un passage piéton investi d'œuvres surréalistes. Ce n'est plus la musique sound, mais la rumba qui résonne. La rumba, une musique avant tout spirituelle. Celle de la Santeria, un mélange de religion catholique et de croyances animistes venues d'Afrique. Depuis la crise des années 90, la Santeria n'a jamais été aussi vivante. À Cuba, il y avait le dieu fidèle. Il y a désormais aussi Ochun, Yemaya et tous les autres dieux et saints de la Santeria. Une petite révolution qui a fait du Calderón de Amel le lieu de la rumba et de la tradition afro-cubaine. Pour la plus grande joie de Salvador, l'auteur de toutes ces œuvres. Je pense qu'à Cuba, il y a un phénomène très intéressant qui se passe. C'est qu'il y a beaucoup de culture d'origine africaine qui a été importée sur les terres américaines et caribéennes. Et à Cuba, ici, elles ont pu survivre, s'exprimer et s'épanouir. Je n'ai jamais pensé, quand j'ai commencé ce travail, à faire quelque chose pour les touristes. Et je ne pouvais même pas imaginer que le Calderón de Amel allait devenir si important, qu'il allait devenir un temple de la culture noire. En fait, je suis heureux parce que j'aime ce que je fais et parce que je me sens noir à l'intérieur, parce que j'aime ma terre. Je ne trahis pas l'histoire. Je suis un défenseur des valeurs et de la culture afro-cubaine. C'est la vie. Bonjour et bienvenue. Je vous demande maintenant de faire le meilleur accueil pour notre groupe de rumba. Rumba Morena. Temple de la culture afro-cubaine et temple de la rumba, tous les week-ends, les danseurs initient les visiteurs à ces rythmes venus d'Afrique.
Dans les cérémonies de santería, la langue pratiquée, nous l'appelons à Cuba le Yoruba. Mais ce n'est pas réellement la langue Yoruba qui se parle au Nigeria. C'est une langue liturgique, une langue morte, une langue qui se répète et se transmet de génération en génération par la tradition orale. Et nous perpétuons cette langue. Mais on ne l'utilise pas. Ce n'est pas comme si nous avions créé une langue comme le créole de Haïti. Nous gardons l'espagnol, mais nous l'enrichissons de quelques mots d'origine africaine. Parmi les danseurs, Cuquito, un santero encore novice. Il est en tenue blanche, signe qu'il est dans une phase d'initiation. L'année que tu passes en blanc a pour but de te purifier et de faire en sorte que toutes les choses aillent bien. Je crois parce que j'observe ça depuis tout petit. Et parce que j'ai toujours été dans des cérémonies où les tambours et les médiums m'ont prédit des choses qui se sont réellement passées. La santería est partout, dans les quartiers, à la campagne. Ce que je peux te dire, c'est que la santería est ce qu'il y a de mieux. Il faut l'avoir dans le cœur. La santería, c'est la cubanía. 100% cubain. Le lendemain, Cuquito est chez lui avec ses amis de la troupe pour une fête dont il est le héros du jour. Il va devenir santero à part entière et pouvoir quitter sa tenue blanche. Les tambours sont là pour établir la connexion entre le monde invisible et le monde des vivants. Des rituels empreints de magie bien loin du réalisme socialiste. Fidel Castro aurait fini par fermer les yeux sur ces pratiques. Certains disent qu'enfant, le leader Maximo avait été lui-même soigné par un guérisseur santero. Les santeros aiment bien Fidel. Il nous a aidés quand nous avons monté l'association Yoruba. Et nous sommes bien cubains. Et nous pratiquons non pas la sorcellerie, comme certains le disent, mais la santería. Il n'y a pas de mal à ça. Pour respecter la loi des tambours et avant de tenter de rentrer en contact avec les morts, Cuquito et Tai Rumi se recueillent sur cet étrange autel. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la première année d'un Yavo. Et son saint à lui, c'est Chango. C'est pour cela qu'on a représenté le trône de Chango avec tous les saints que le Yavo a choisis. Chango, c'est l'ange protecteur, le guide. Ochun, sa maman, la patronne de Cuba, la reine du miel, de la douceur, de l'or. Obatala, c'est l'intelligence, le maître de notre tête. Et Ogun, c'est celui qui t'aide quand tu es à l'hôpital. Tous sont importants, d'une forme ou d'une autre. J'adore cette religion. Moi, par exemple, j'ai été initiée il y a 2 ans et je suis une adepte de Chango et de Ochun. Et si toi, tu veux t'initier à la religion Yoruba, tu dois d'abord être baptisé dans la religion catholique. Tu dois croire en Dieu, avant toute chose. Par la voix des tambours, les saints appellent les santeros à communier ensemble. Pour accéder à cette relation, il faut entrer en transe.
l'ultime don de soi. Quand tu es initié et que tu es présenté devant les tambours, le saint qui est dans le tambour reconnaît ton visage, grâce à ton ange gardien, un médium ou ton protecteur. Au bout d'un moment, à cause des chants, tu entres en transe et en relation avec les dieux, les orishas. Pour moi, c'est très dur, parce que tu ne sens plus les pieds, tu n'as plus d'air, c'est vraiment très fort. À partir de là, la caméra n'est plus la bienvenue. La transe est une affaire intime. En chemin, on a croisé un autre groupe de jeunes qui s'apprêtaient à faire la même chose. C'est pas la seule cérémonie de tambour qui se passe à La Havane. Tous les jours, il y a 10, 30, 40 cérémonies de tambour dans toute La Havane. Avant, avec les principes de la Révolution, les gens se cachaient. Mais en réalité, il y a toujours eu une certaine pratique de la santeria, même du temps des colonies, quand on était obligé d'aller à l'église catholique. C'était avec la Vierge du Roi ou avec Santa Barbara. Il y a toujours eu de la santeria. Ça fait partie de l'âme cubaine. Cuba ne se limite pas à La Havane. Son identité, elle l'attire aussi de ses campagnes, avec une biodiversité parmi la plus riche de toute la Caraïbe. Isolé, Cuba aurait pu rester insensible aux problématiques environnementales. Bien au contraire. C'est toute l'histoire de Miguel Ángel Salcines. Cet ingénieur agronome, formé pour produire du sucre à grande échelle, est devenu un ardent défenseur de l'agriculture biologique, en milieu urbain. Il n'y a pas besoin de poteau. Ce qu'il faut, c'est le descendre plus. Pour l'eau, une planche de 10 cm suffit, c'est calculé. Tu prends une ficelle et tu le tires jusque là-bas. Tu peux libérer 6 litres d'eau par seconde. Malgré les apparences, nous sommes dans les faubourgs de La Havane. Et cet homme est un véritable héros. Il est de ceux qui ont permis de sauver Cuba de la famine. Si tu regardes tout autour à 360 degrés, tu vois les écoles, les quartiers résidentiels autour du champ. C'est pour ça que c'est une agriculture urbaine et biologique. À l'époque où on s'est formé, nous ne pensions pas qu'il était possible de produire des aliments à l'intérieur de la ville. Bien sûr, nous n'utilisons aucun insecticide. Et l'une des stratégies est de mettre des plantes aromatiques au début des sillons. Si on mélange les odeurs et les couleurs, les insectes ne se concentrent pas et ne se reproduisent pas. Comme vous pouvez le voir, nous avons conçu cette plantation de façon à créer une biodiversité pour créer une sorte de jungle. C'est l'homme qui a inventé les maladies avec la monoculture. Regarde, regarde. C'est une plante qui se développe mal, un pur produit de la génétique. Elle a une graine de mauvaise qualité, qui ne sert à rien en fait. Elle a une saveur spéciale. Tu veux la goûter? Essaye. Évidemment, on peut la manger, il n'y a pas de problème. Mais elle est moins productive que d'autres. Il existe d'autres variétés plus productives comme la sud-américaine ou d'autres types de salades, mais nous n'y avons pas accès, à cause de l'embargo. Celle-ci n'est pas assez mûre. Prends les plus belles, là. Oui, les plus belles, là. Allez, viens voir. Viens par ici. Je crois en réalité que cette île avait perdu sa tradition agricole et c'est l'agriculture biologique qui a permis de renouer avec ce patrimoine.
La différence avec le reste du monde, qui a ressenti le besoin de se mettre au bio pour lutter contre la mauvaise alimentation et les maladies qui en découlent, à Cuba, l'agriculture biologique est apparue par la nécessité extrême de produire des aliments. Soit on se mettait à produire des aliments biologiques, soit on mourait de faim. Les Cubains gardent un souvenir amer de ce qu'ils appellent la période spéciale. C'était au début des années 90. Cuba était sous perfusion communiste et ne produisait que du sucre. Sucre contre pétrole, disait-on autrefois. Alors, lorsque l'Union soviétique, au bord de l'éclatement, met fin à ses aides, Cuba se retrouve seul. La famine s'installe. Les steaks de pelure de pamplemousse sont restés dans toutes les mémoires. Cette crise a obligé les gens de la ville à produire par eux-mêmes leurs aliments. Aujourd'hui, on compte 350 000 personnes qui cultivent des produits biologiques en milieu urbain. C'est pour cette raison que je crois que l'école agricole cubaine est la meilleure du monde. Car on a appris à produire des aliments dans des conditions très dures, avec un blocus, un embargo qui rendait très difficile l'approvisionnement. Nous avons dû chercher d'autres moyens de développer l'agriculture. Cuba est devenu un exemple mondial en matière d'agriculture urbaine. L'isolement a été une force pour trouver des solutions alternatives. Parmi les plus efficaces, celle-ci, des bœufs, du fumier et un animal indispensable pour rendre les sols fertiles. Miguel Ángel Salcines appelle ça la révolution du ver de terre. La lombriculture, c'est l'élément de base pour la transformation de produits biodégradables en produits assimilés par les plantes, c'est-à-dire en humus. Et l'humus est à l'origine de la formation des sols, des cellules monocellulaires, de la vie. Einstein disait lui-même que les vers de terre étaient les intestins du monde. En réalité, il n'y a pas d'autre choix. L'autre forme d'agriculture, c'est une invention artificielle. C'est de la chimie. À l'extérieur de la Havane, le pays profond s'interroge sur le nouveau Cuba. Un mélange d'appréhension et d'espérance. Pas facile d'effacer près de 60 ans de régime monolithique. Vignales, la petite ville toute dédiée à la culture du tabac, est devenue la capitale cubaine de l'écotourisme. Ici aussi, le temps semble s'être arrêté. Une aubaine pour les touristes. Attirés par cet étrange décor fait de mogotes, ces montagnes abruptes datant de l'ère des dinosaures. Figé dans ce territoire calcaire, Paco ne semble pas perturbé par les changements qui s'annoncent. Je suis né ici, dans une petite maison par là-bas, et j'ai toujours vécu ici, dans cette vallée. Ça me plaît beaucoup. J'ai toujours travaillé. J'y suis très habitué. Ici, j'ai cultivé tout un tas de choses, et ça poussait bien. Mais ce qui marche le mieux, c'est le tabac. Tout pousse bien, et particulièrement le tabac. C'est le meilleur tabac du monde, le tabac cubain. Mais surtout celui d'ici, de Pinar del Río.
C'est un paysage magnifique et les gens l'aiment beaucoup. En ce moment, on récolte les feuilles et après on les amène à la maison de séchage pour les étendre. Comment ça va? Comment est le tabac? Superbe. Ahora tiene más fortaleza. No, una barbaridad no, pero no tampoco muy fino. D'abord, on fait pousser des semences pendant 30 à 40 jours. Et puis on les plante ici et après 50 ou 60 jours, on commence à récolter les premières feuilles. D'abord celles du bas. Si tu aimes le tabac fort, tu prends les feuilles du haut. Plus doux, ce sont celles du bas. Et ni doux ni fort, celles du milieu. Ouais. Et voilà grosso modo comment se font les cigares. Tu roules les feuilles et tu coupes là et là. Dans cette région, le régime n'a jamais appliqué la réforme agraire. Sans doute parce que Fidel Castro a toujours compté sur les cigares pour avoir des devises étrangères. Là, ce sont les terres de mon beau-père et là, celles de mes parents. Alors après mon mariage, on les a réunis. Ces terres, on les avait avant la Révolution. Et avec la Révolution, on a payé une sorte de loyer et on a obtenu le titre de propriété. Et avec la Révolution, on a bien vécu. Ils nous aident beaucoup. On a pu avoir des écoles et des dispensaires gratuits. Les gens qui ont perdu leurs terres, ce sont surtout les grandes propriétés qui ont dû céder des terres. Comment va le tabac? Tu le suspends bien. Là, c'est le tabac d'aujourd'hui. Et là-haut, il date de 8-10 jours. Là, c'est 15 jours. Il est plus sec. Et plus il sèche, plus on le monte. Là, le tabac va rester jusqu'au mois de mai. À ce moment-là, on l'empile et on le fait fermenter et suer avec du liquide. Et après 25-30 jours de fermentation, on le vend au gouvernement. Et on en garde un peu pour notre consommation personnelle. C'est le tabac de l'État. On vend tout le tabac. Ils ne te laissent pas avec du tabac sur les bras. Au contraire, ce qu'ils veulent, c'est que tu en produises beaucoup et ils t'aident beaucoup. Mais nous, on ne fabrique pas les cigares. C'est le gouvernement qui vend les cigares. Nous, on vend juste le tabac à l'état brut, comme ça. Je ne sais pas si le marché va devenir plus libre ou moins libre. Mais nous, le tabac qu'on vend nous suffit pour vivre. Moi, je trouve ça bien parce que je ne sais pas faire les cigares. Maintenant, je ne sais pas si avec le temps, ils vont laisser les gens avoir ou pas des fabriques privées. Nous, on produit et on consomme beaucoup de cigares. Mais ils disent sur les boîtes de cigares que c'est mauvais pour la santé. Ça doit être vrai, mais tout le monde fume jusqu'à ce que l'on ne puisse plus. Comme moi d'ailleurs. Dans la propriété voisine, Raoul représente la nouvelle génération. Un pied dans le tabac, l'autre dans le tourisme. On voit la qualité du tabac quand il sèche. Après 45 jours de séchage, c'est bon. C'est une qualité pour faire les Cohiba et les Monte Cristo. Ce sont les meilleures marques. Avant, on vendait tout au gouvernement.
Mais aujourd'hui, on en garde 20% pour nous, pour pouvoir les vendre aux touristes. Ça nous permet d'avoir un meilleur salaire, un meilleur train de vie. Vignales est devenu très touristique, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Tous les touristes qui viennent prennent un paquet ou deux de cigares pour rapporter dans leur pays. Et c'est encore mieux avec une bouteille de rhum pour faire la fête ou célébrer un mariage. Il y a d'abord ce qu'on appelle la tripa, composée de 3 types de feuilles, puis après il y a la capa, et enfin la capote. En tout, ça fait 5 feuilles. Qui est más fina, más elástica. Cohiba, yo me fumo 3 todos. Moi, je fume 3 cigares. 3 Monte Cristo. 3 Monte Cristo. C'est ça le plaisir cubain. Un verre de rhum, une tasse de café, un cigare et une partie de domino. Entre amis. On en oublierait presque que Cuba est avant tout une île. Des kilomètres de littoral que lorgne l'économie du tourisme, comme à Varadero ou à Cayo Coco. Un danger supplémentaire pour le corail qui souffre déjà du réchauffement climatique et de la montée des eaux. Cuba n'est pas épargné par ces phénomènes. Juliette est sur le front. Elle est biologiste marine. Elle mène un programme de surveillance et de recherche sur le corail, source de toute vie sous-marine. Nous arrivons sur l'un des nombreux sites de plongée de la région. Il s'appelle Punta Perdis. C'est un site facile d'accès, pratique, avec une grande visibilité. On y trouve des récifs assez représentatifs de la région. C'est un de mes sites préférés. On dirait qu'il y a pas mal de Polonais qui sont venus faire de la plongée. Bonjour. Je suis en train de semer des coraux en ce moment. Tu es déjà en train de semer? J'y crois pas. Ils sont en train de recouvrir la zone. Oh, c'est génial! Bravo! Attention à ce que ça soit assez profond. En allant par là-bas, jette un œil sur mes petites boutures. Il a semé des coraux. C'est super. Le tourisme est une bouffée d'oxygène pour l'économie cubaine. Mais du point de vue des protecteurs de l'environnement, c'est un réel danger, une source de déséquilibre. La fréquentation a vraiment augmenté dans cette zone. Il faut dire que c'est un endroit très pratique pour la plongée, facile d'accès. En plus, son écosystème est plutôt bien conservé, avec une grande diversité d'espèces, dont certaines sont rares. Cela le rend vraiment unique et attractif parmi tous les écosystèmes de l'archipel de Cuba. Mais tous ces touristes constituent une vraie menace. Vous avez tous vos palmes?
Maintenant, mettez vos masques. Durant la période estivale où la température augmente, il y a blanchissement du corail. L'espèce est alors beaucoup plus vulnérable. Il faut la préserver, la manier avec précaution. C'est le défi des guides qui font visiter cette zone. Les récifs montrent une grande vitalité et il y a une grande surface de corail vivant. Et d'autre part, il y a pas mal de poissons herbivores qui sont essentiels pour les récifs, car ce sont des régulateurs d'algues et ils peuvent être en concurrence avec les coraux au niveau de la place. Et cela nous satisfait énormément. Ce sont de vrais indicateurs abiotiques qui nous prouvent que les récifs sont dans de bonnes dispositions. Là, ce sont des structures artificielles qui sont identiques à celles que l'on teste dans d'autres endroits des Caraïbes. Cela a pour but de reproduire des coraux de manière accélérée. C'est une structure qui se trouve dans la colonne d'eau et nous pensons que le corail, de cette manière, ne dépense pas beaucoup d'énergie. Il se trouve alors dans une position confortable pour s'alimenter. Cela faisait environ 6 mois que je n'étais pas allée la voir. Ça a beaucoup poussé. Ils ont tellement poussé. Ils sont en parfaite santé. Il s'agit d'une espèce qui grandit d'environ 10 cm par an. Et sur cette structure, les statistiques montrent qu'elle grandit plus vite. Il semble que le procédé permet une meilleure alimentation de l'espèce. Donc on va parier dessus. Avec ça, nous pourrions peut-être restaurer le corail. Nous sommes ici sur les plateformes où l'on séchait le café. Buena Vista comptait jusqu'à 210 esclaves. Ici, on décortiquait et on sélectionnait le café. Fidel Hernandez a consacré sa vie à la préservation de la réserve de la Sierra Rosaria. Dans cette région, on avait pratiqué une agriculture et un élevage intensif du temps de la colonisation espagnole. En 1968, il n'y avait pratiquement plus de végétation sur cette montagne. Il y avait seulement des prairies qui étaient utilisées en plus pour des élevages. Et entre ce monde et la renaissance du paysage aujourd'hui, la différence est vraiment incroyable.
Pour arriver à ce résultat, il a fallu construire plus de 1500 km de terrasses et planter environ 7 millions d'arbres. C'est pour cela que ce lieu s'appelle Las Terrazas. Ce fut un effort que je qualifierais de surhumain. Il travaillait 24 heures par jour, avec la conviction et le désir de faire ici quelque chose d'unique. C'est un exemple à suivre, non seulement pour nous, pour notre pays, mais pour le monde entier, où chaque année la couverture forestière se réduit à l'échelle mondiale de 22 millions d'hectares. Cela montre que l'on peut récupérer cette merveille pour les générations futures. Ici, nous avons la fleur de la Mahahua. Il existe un nombre considérable de plantes qui ont des propriétés médicinales. Par exemple, ici, nous avons une plante dont le nom latin est Halophilus communia. Et ses feuilles sont utilisées pour réduire le niveau de sucre dans le sang et soigner le diabète. On ne peut pas dire que nous sommes bien sûr en présence d'une forêt primaire, mais nous retrouvons des caractéristiques similaires à ce qu'était la forêt primaire. La densité, la variété des espèces et sa structure. Mais c'est un processus très long pour que l'on retrouve toutes les spécificités d'une forêt primaire et celle de la Sierra Rosaria. Ici, en haut de cet arbre mort, il y a un carpentier. C'est un oiseau endémique. Là, en haut, avec la tête rouge. Là-bas, tiens, à peu près à 10 mètres, on peut voir le tokororo. Juste là devant, à 5 mètres de haut environ. Le tokororo, c'est l'oiseau national, parce qu'il a les couleurs de notre drapeau. Rouge, blanc et bleu. C'est un oiseau craintif, mais facilement localisable quand il chante. Quand j'ai commencé mes études ornithologiques dans la forêt, ici, on comptait une soixantaine d'espèces d'oiseaux. Et aujourd'hui, nous en avons 119. Cuba a le plus important patrimoine de biodiversité de toutes les Caraïbes. Il est donc nécessaire de le conserver et d'en prendre soin. Dans les marais de la Ciénaga, cette révolution environnementale a été plus radicale encore. C'est ici que se cache le rombifère, un crocodile qu'on ne trouve qu'ici, et que l'on surnomme le crocodile cubain. Avant, il était la proie des braconniers, les fameux cocodrileros. 50 ans plus tard, il est devenu l'animal le plus protégé de la région. Tobias et Etiam sont biologistes. Ah, j'en vois un. Il s'échappe. Tu l'as eu.
Il est coriace. On t'a eu, c'est le champion du lasso, lui. C'est le moment le plus dangereux, parce que sa gueule, je l'ai entre mes mains. Si je ne la tiens pas assez fort ou si je retire ma main et que je me trompe, il me croque. Le seul endroit au monde où on peut encore en trouver libre et à l'état sauvage, c'est ici. Il n'y a aucun autre endroit. On va voir si c'est un mâle ou une femelle. C'est une femelle. Le crocodile cubain est cerné par un autre reptile, le crocodile américain. En apparence, ils se ressemblent, mais dans les gènes, ils n'ont rien à voir. Le crocodile américain est en train d'envahir le territoire du cubain, et il met l'espèce en péril. Si l'américain s'accouple avec le cubain, c'est la fin de la pureté de l'espèce. La capture, c'était bien sympa, mais maintenant, il va falloir les porter. Ça, c'est moins drôle. 20 cm. 15-16 kilos. J'ai pris un morceau de sa queue. Avec cet échantillon que nous venons de prélever, on va tenter de comprendre un peu mieux l'identité génétique de ce groupe de crocodiles dans la Ciénaga. L'enjeu, c'est de déterminer si nous avons encore beaucoup de crocodiles 100% cubains ou si ceux-là sont déjà des hybrides. C'est la principale menace qui pèse sur le crocodile cubain, l'hybridation. Nous risquons de perdre son identité génétique. L'enjeu est considérable. Lorsque Fidel Castro arrive au pouvoir en 1959, il prend fait et cause pour l'animal. Il lève alors une armée de mercenaires pas comme les autres. On les surnomme les cocodrileros. Tous sont braconniers. Jusqu'ici, ils chassaient le crocodile. Désormais, ils le capturent, non plus pour le tuer, mais pour le sauver. Leur mission est d'empêcher toute hybridation avec le crocodile américain. Sauver la révolution, c'est sauver le crocodile. Cette région est plus connue sous le nom de baie des cochons, la même où les gros bras de la CIA ont tenté sans succès d'envahir l'île de Fidel Castro en 1961. Plus d'un demi-siècle après sa création, l'Arche de Noé est toujours debout. Bienvenue au Criadero, le sanctuaire des crocodiles cubains construit au beau milieu des marécages. Pour veiller sur ces crocodiles 100% cubains, une dizaine de passionnés, des descendants des premiers cocodrileros. Etiam est à la tête de cette réserve unique au monde depuis 7 ans. Dans cette partie du sanctuaire, nous avons 2 catégories, les nouveau-nés et ceux en pleine croissance. Au total, nous avons 1800 jeunes spécimens. Dans ces enclos au centre, nous avons ceux nés cette année. Ils sont encore petits, entre 35 et 40 cm. De ce côté, on trouve ceux qui ont plus d'1 an. Ils dépassent les 50 cm et ils vont grandir jusqu'à 1,60 m. L'existence de ce sanctuaire contribue fortement à la préservation du crocodile cubain et aussi à sa survie. Tous les animaux que nous avons ici sont une garantie si jamais l'espèce disparaissait dans la nature. Tous ici sont des candidats à la réintroduction. Des pensionnaires 100% cubains qui devront reprendre possession de leur territoire contre l'Acutus, le crocodile américain. Ici, dans ce bassin, nous avons regroupé quelques Acutus et nous les tenons séparés des autres, nos Cubains. Nous les gardons pour les étudier et voir les différences entre les 2 espèces.
Regarde la différence. Ces deux crocodiles sont à peu près de la même taille. Ils doivent avoir dans les 2 ans. La première différence qu'on peut voir, c'est la couleur. L'américain est plus sombre, plus grisâtre. L'autre indice qui peut aider à différencier un Américain d'un Cubain, c'est la forme de la tête. Si tu regardes la forme du crocodile cubain, là, entre les yeux et les nasales, tu vois se dessiner un losange. Alors c'est qui le plus mignon? Le cubain. Le cubain, bien sûr. 60 ans après la sanctuarisation du crocodile cubain par Fidel Castro, il y a aujourd'hui plus de rombifères en captivité qu'à l'air libre. Mais dans la mer, le crocodile américain continue sa progression. L'acutus est un expansionniste, capable de nager des dizaines de kilomètres par jour en mer. Pour contenir son avancée et envisager une réintroduction de l'espèce cubaine, les scientifiques cherchent à comprendre comment l'Américain réussit à pénétrer à l'intérieur des marécages de la Ciénaga. Depuis plus de 20 ans, le biologiste Eduardo Abreu mène l'enquête. Ici, je suis au beau milieu d'une faille. Elle s'étend sur plus de 70 km. Et le plus extraordinaire dans cette faille, c'est qu'à partir d'elle, s'est développé un réseau de grottes que l'on surnomme les cavités spéléolacustres de Zapata. Ce labyrinthe de grottes se caractérise par un mélange des eaux douces et salées, ce que l'on appelle haloclinas. Ce sont comme des nuages qui se forment sous l'eau avec le mélange de l'eau douce et de l'eau de mer. Là, on peut voir un crocodile américain. Beaucoup d'entre eux pénètrent jusqu'ici par les cours d'eau qui traversent cette roche. Dans cet écosystème, il y a tout ce que peut aimer le croco. Il y a des tortues, des poissons, des crabes, tout ce que peut aimer le crocodile. D'où sa présence ici, dans ce site. Depuis son arrivée au sanctuaire, Etiam a mis en place un programme de réintroduction du crocodile cubain. Ces jeunes rombifères, âgés d'à peine 5 ans, retournent dans leur milieu naturel. Là, j'éprouve de la fierté. Le plaisir de voir qu'il a grandi comme il aurait évolué dans la nature et que désormais, il est capable d'être libre et indépendant. Je me sens un peu comme un papa devant un des siens qui quitte la maison. Eh bien, je crois que le moment est venu. Le moment est venu de le libérer. Le crocodile cubain conservera-t-il son identité au contact de l'Américain? C'est la question que se posent aujourd'hui tous les Cubains sur leur propre avenir. C'est sur les rivages de la province d'Oriente qu'a débarqué Christophe Colomb. C'est là aussi qu'ont commencé toutes les révolutions. Et c'est même dans ces montagnes de la Sierra Maestra que de nombreux Français sont venus coloniser ce territoire pour y exploiter du café. Dans le secteur de la Grande Pierre, il y a 111 ruines de fermes à café. Elles appartenaient à des propriétaires français qui sont venus en provenance de ce qu'on appelait Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti. Et cela à partir de 1804 et de la Révolution haïtienne.
Ils ont été les premiers habitants de la Sierra Maestra. Ils ont été des milliers à venir. Certains sont venus avec leurs propres esclaves et d'autres les achetaient ici, sur le marché aux esclaves de Santiago de Cuba. L'influence française se perçoit entre autres dans la musique avec la tumba française. À Santiago de Cuba, on trouve des traces de la culture française. Cette région est aussi considérée comme le berceau de la musique cubaine. Au détour d'une rue, des mots créoles s'échappent de ses fenêtres. La troupe de la tumba francesa est en pleine répétition. On chante un peu en français, un peu en créole et aussi un peu en espagnol. C'est une sorte de mixture. La tumba francesa est une manifestation de la colère des Noirs qui étaient opprimés. Et comme ils ne pouvaient pas se défendre autrement, ils se moquaient par ce moyen de leur maître, car ils étaient battus et très maltraités. Alors, ils observaient leur façon de danser, leurs coutumes, et ils les imitaient. Ils dansaient comme les maîtres, qui avaient une musique avec des instruments à vent et des orchestres. La différence, c'est que eux dansaient avec des tambours africains. Et avec plus de rythme que celui des Français, parce que les Français, eux, dansaient avec un ballet et des petits pas, comme dans les bals. Como si fuera un bal. Ces tambours datent de la création de la tumba francesa en 1862. Le corps est d'origine, seul le cuir a été rénové. Dans la tumba francesa, il y a une sorte de combat entre les tambours et les danseurs. C'est comme une lutte entre les danseurs et les percussionnistes. Mais à la fin, tout le monde se retrouve dans l'amitié, sans problème. La tumba francesa reprend les codes du 19e siècle, lorsque les esclaves se réappropriaient la danse des maîtres en y mêlant leur propre culture. La joute entre le tambour et le danseur commence, allégorie de la lutte des esclaves pour leur liberté. Après le combat, vient l'union et le métissage, symbolisés par le tressage de ces rubans aux couleurs de la nation cubaine.
Quand à Santiago de Cuba, les tambours commencent à jouer, le corps se met à vibrer par lui-même. Le rythme des tambours est tel que le corps perd le contrôle et les pieds dansent tout seuls. Tu ne peux pas écouter un tambour sans te mettre à bouger. La salsa se danse partout, mais la meilleure musique vient d'ici, de Santiago de Cuba, la terre au sang chaud. La Tierra Caliente. Sur toutes les places, à tous les carrefours, Santiago respire la musique et la danse. ¡Viva Fidel! Il y a bien de la cubanilla dans la légèreté de ses pas de danse. El cariño que te tengo, no puedo dejar. Jorge, lui, n'a pas la voix d'un troubadour, mais il connaît tout sur la musique cubaine. Peu de gens en savent autant que lui. Il est producteur et tous les jours, il se tient informé de ce qui se fait ou se joue à Santiago. Bonjour les gars, ça va? Estoy cableado, ya tú sabes. Bueno, sí, todo otra vez. No, aquí. Bonjour, ça va? ¿Cómo está quedando el disco? Alors il va être comment le disque? Está quedando bueno, ¿verdad? Super beau. Je suis content parce qu'en plus j'ai un producteur là-haut qui est mon fils et qui pendant longtemps a été le bassiste d'Eliades Ochoa. Ici, la musique surgit constamment. Santiago est une usine à musique, mais dans le bon sens du terme. Ce disque est rempli de cubanilla. À n'importe quel endroit de l'enregistrement. Vas-y, clique sur n'importe quelle chanson. Vas-y. Tu vois comme c'est savoureux? C'est ça la musique cubaine. Et des Caraïbes aussi. Mais il y a à Santiago un lieu incontournable, un passage obligé de tous les grands musiciens cubains, la Casa de la Trova, une toute petite salle à moitié ouverte sur la rue. Ici, se sont écrites les plus belles pages de la musique cubaine. Hola Arturo. Salut Arturo. Comment ça va? Quel groupe joue aujourd'hui? À 15h, on a le groupe Mélodie cubaine. Ici, on est à la Casa de la Trova de Santiago de Cuba. C'est un lieu très significatif pour les musiciens et nos valeurs. Un lieu mythique de Santiago et de tout le pays. Très, très, très connu. Alors ici, quand tu rentres,
Tu te rends compte que tu rencontres plein de personnages. Regarde, par exemple, ici, Miguel Matamoros, qui est très connu dans le monde entier. Qui ne connaît pas le son de la Roma? Que los encuentro galantes y los que conocen con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender. Por ejemplo, ¿no? Bon, je ne suis pas chanteur, c'est juste pour faire voir. Et je ne peux pas ne pas mentionner Compay Segundo. C'est lui là. C'est l'auteur du fameux Chan Chan. Bon, plus ou moins. Il a joué ici plein de fois. Cela te montre le niveau culturel et historique qu'il y a dans cette ville. C'est une histoire pleine de musique avec une part qui est pleine de folklore. Tu peux tomber sur des joueurs de congas dans la rue, les gens sortent et se mettent à danser. Et à côté de ça, il y a aussi le folklore franco-haïtien, de tous ces gens qui sont venus de Haïti à Santiago de Cuba. Tout cela produit une musique très originale qui a très peu d'influence d'ailleurs. C'est la musique de Santiago de Cuba. Et voici Alejandro Almenares Sanchez. Je dirais aujourd'hui qu'il est l'un des plus anciens de la trova, le dernier de l'âge d'or. La véritable musique cubaine, les vrais musiciens, ils sont tous d'ici. Les autres sont accessoires. C'est une histoire de rythme. Tu as le rythme ou tu ne l'as pas. Et il faut être d'ici. Le rythme, je te dis. Le rythme. Falso fue tu amor, me has engañado. El sentimiento aquel era fingido. Ce groupe s'appelle Mélodie cubaine. C'est un groupe local de Santiago. Et les deux chanteuses, elles viennent d'enregistrer avec Eliades Ochoa. Et cela a donné un résultat très intéressant. Et pour les producteurs comme moi, ici on rencontre beaucoup de talents. Pour nous, c'est un paradis musical. La Casa de la Trova, c'est le carrefour de toute la société cubaine. Onel et Alina sont des habitués, des danseurs professionnels. Ils connaissent mieux que quiconque les coulisses de cet univers. Rendez-vous est pris pour le lendemain. Santiago se réveille. Sur le petit port de pêche, c'est le branle-bas de combat. La municipalité a exigé de rénover le site qui fait un peu désordre vis-à-vis des croisiéristes qui débarquent désormais ici. Les travailleurs volontaires du dimanche s'activent.
doucement. Cuba, c'est le socialisme tropical. Mais aujourd'hui, l'étoile rouge vacille. Ici aussi, dans cette province reculée, le monde aspire au changement. La Cubania, c'est malgré toutes les difficultés, passer outre ces difficultés. La Cubania, c'est malgré tout ça se faire plaisir avec une bonne musique. Une salsa, un bon boléro, c'est ça être cubain. Si tu veux que je te donne mon concept de la Cubania, demain matin, on est encore là. Parce qu'il y a une infinité de choses qui nous distinguent, nous, des autres pays. La Cubanía, c'est aussi une certaine fierté d'être des combattants de la vie. Alina, comme Onel, les danseurs de la trova, ne se sont pas dérobés, prêts à dévoiler leur intime réalité. Ici, c'est toute une famille qui vit là. Là, c'est le patio. Ici, c'est ma chambre, avec mon papa qui est malade. Oui, dis-moi. C'est l'heure d'aller à la trova. Oui, on y va. Que faudrait-il changer pour vous? Que faut-il changer pour moi? Tout. 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 Tout parce que, en réalité, tu vois dans quelle situation nous vivons. Et je vis. Je vais être claire. Je vis des petites danses que je propose à la trova. C'est pour que l'on me donne un petit pourboire. $1, 3 pesos, ou bien quelque chose à manger. C'est une réalité ce qu'elle dit. On est dans le besoin. Il y a des problèmes. C'est juste de quoi survivre, pour pouvoir vivre plus ou moins. Il y a beaucoup de parties dans le monde où l'on croit que l'on vit ici dans le bonheur. Mais il y a tellement de personnes qui vivent dans la tristesse et la pauvreté. Je pourrais t'en dire encore plus, mais je ne veux pas que tu repartes avec une mauvaise idée. Nous sommes des artistes et nous ne voulons pas manquer de respect à notre histoire, car nous sommes des révolutionnaires. Et notre vocation à nous, c'est juste de danser. Mais hélas, ce n'est pas le bon moyen pour s'en sortir. Ciao, nos vemos. Tiens, regarde, ça danse là-bas. Alina, fais attention. Tout le monde me connaît. Tout le monde m'aime bien. Parce que je suis joyeuse, heureuse, et j'aime vivre ma musique cubaine. C'est une manière d'oublier la peine et la tristesse, l'angoisse et tout. Mais c'est ça, la vie à Cuba. Allez, c'est le moment d'aller à la trova. On entend déjà la musique.
Le soir, c'est à l'étage que la Casa della Trova ouvre ses portes aux danseurs. Alina et Onel vont pouvoir faire le show. Danser, Cuba danse, avec un patrimoine riche et en reconstruction. Mais après plus d'un demi-siècle de castrisme, Cuba aimerait bien aussi changer de rythme et de chanson.